Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RT1. Voici les titres de cette édition. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du pays, les populations ivoiriennes protestent contre le retour des armes pour revendiquer. Nous irons dans cette édition à Bouaké, à Daloa, au Diéné et à San Pedro. Autre titre de cette édition, le 14 mai de chaque année depuis 2005 a été déclaré journée mondiale de l'hypertension par la Ligue mondiale contre l'hypertension artérielle. Dans la commune de Yopougon, la journée a été célébrée avec des séances de dépistage et de sensibilisation. Le nouveau président français Emmanuel Macron a été investi ce dimanche matin président de la République française, une semaine après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'Union européenne, ses relations avec la Côte d'Ivoire. Nous parlerons entre autres de comment se porte l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Notre invité est le ministre conseiller de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, M. Philippe Willart. Monsieur Philippe Willart, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour les échanges. C'est moi qui vous remercie, monsieur, et à travers moi, l'Union européenne aussi. Merci, à tout à l'heure. Restez avec nous. Commençons par les militants du RHDP qui disent non aux revendications par les armes. Ils se sont rassemblés dans la commune d'Adjamé, ici à Abidjan. Témoin pour RT1, Abou Sanogo. Les militants du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, refusent la revendication par voie de violence. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan, d'abord pour exprimer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et dire ensuite non à la violence par les armes. Nous voulons que les choses se passent dans la paix et qu'on ne mette pas à mal la cohésion. Le président de la République, Alassane, n'est pas seul. Il est avec son peuple. Tout peut s'arranger dans la discussion et dans le dialogue. Quand nous constatons les tirs, nous trouvons des arrêts de travail, nous trouvons une rentabilité financière négative et vraiment nous sommes contre ça. Nous sommes là pour manifester, pour dire à ceux qui sont en train de vouloir gêner le président dans son travail qu'il faut le laisser tranquille pour qu'il conduise la Côte d'Ivoire à l'émergence. Il peut compter sur les militants, il peut compter sur les Ivoiriens. Nous sommes derrière lui, nous sommes avec lui. Nous sommes d'accord qu'il y ait des revendications, mais que ces revendications-là rentrent dans leur registre. Qu'on n'empêche pas les gens de travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. Aucune inquiétude ne pourra véritablement gagner notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous, jeunes militants, debout pour le renouveau, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, nous disons non à cette barbarie. Pour Amadou Soumaourou, secrétaire général par intérim du RDR, qui avait à ses côtés les autres partis membres de l'Alliance des oufouettistes, l'heure de la mobilisation a sonné autour du chef de l'État. Et il est temps, dira-t-il, de faire barrage à toutes les formes de violence en Côte d'Ivoire. Cette mobilisation pour appeler tous les Ivoiriens à faire bloc autour du chef de l'État, à faire bloc autour du gouvernement, afin que la Côte d'Ivoire paisible, la Côte d'Ivoire en paix, puisse continuer son développement, puisse continuer paisiblement son développement au bénéfice de ses enfants. Une série de manifestations est programmée, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en vue de faire bloc autour du président de la République. La mobilisation a sonné, nous allons... Et justement, les populations de Daloa ont manifesté hier samedi pour décrier la situation précaire de sécurité qui prévaut depuis quelques jours du fait de l'insurrection de quelques militaires. Reportage Konaté Ngana. C'est trop! Non au désordre! On ne peut pas accepter, on s'amuse avec Alassane. On ne peut pas accepter, on s'amuse avec Alassane. Colère, indignation sont les maîtres mots de cette marche menée par les populations de Daloa. Elles se sont rassemblées par petits groupes à la place de la grande mosquée avant de donner le ton de cette marche qui vient exprimer leur ras-le-bol devant les tirs à répétition et mouvements d'humeur des hommes en armes. Nous avons décidé de marcher et soutenir le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la dernière fois que nous assistons à la sortie des mutins à Daloa. Nous leur disons que trop c'est trop. J'ai dit aux militaires de mettre un peu d'eau dans leur vin.
On en a marre des militaires, on est fatigués d'eux. A fait ce qu'il devait faire. Voilà. Nous voulons qu'on le laisse qu'il finisse son mandat. On est fatigués. Les populations de Daloa, fatiguées de ces mouvements qui ne donnent pas une bonne image de la Côte d'Ivoire, tiennent à exprimer leur désapprobation devant le mode de revendication observé par les militaires. Une motion a été lue et remise au préfet des régions qui a promis de transmettre le message au chef de l'État. Je prends note de ce que vous avez écrit et que je m'engage à transmettre séance tenante à M. le Président de la République, chef suprême des armées. Les populations de la cité des Antilopes ont marqué ce samedi leur désaccord suite au mouvement d'humeur des soldats par une marche, la marche de la colère. Marche de la colère, les militants du Rassemblement des Républicains de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sont contre l'insurrection de certains militaires ivoiriens. Ils ont produit une déclaration lue par le député maire de Mans. La ville de Mans a été le théâtre de mouvements d'humeur de soldats mécontents. Ces manifestations ont fait 2 blessés, un maçon et un élève selon le maire de Mans. Les populations s'insurgent contre ces agissements qui ne sont pas de nature à préserver la paix dans le pays. Le RDM réagit ici par la voix du Dr Tia André. Au regard des conséquences néfastes de ces agissements de certains de nos frères des forces armées sur la cohésion sociale et la paix, et compte tenu des victimes innocentes de ce regain de tension qu'a pu créer, le Rassemblement des Républicains de Mans exhorte les militaires à privilégier le dialogue dans la recherche de solutions à toute préoccupation, surtout que la violence ne profite à personne. Invite les soldats à continuer à être des forces républicaines dont la mission première est la conservation et la paix, la cohésion sociale à travers la protection des personnes et des biens comme ils l'ont toujours été. Réaffirme son soutien et son encouragement au chef de l'État dans ses efforts inlassables pour la recherche des solutions aux différents problèmes de ses forces armées de Côte d'Ivoire et de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Le RDR Mans se tient aux côtés du président de la République dans sa recherche de solutions face à la fronde sociale du moment. Le RDR Mans s'engage à œuvrer avec toutes les forces vives de la région dans les actions de préservation, la paix et la cohésion sociale à Mans. Aujourd'hui, le calme est revenu. Les populations de Mans, capitale du district des montagnes, ont pu vaquer librement à leurs occupations. Après ces localités hier et ce dimanche matin, ce sont les populations de Bouaké au centre du pays et de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, qui ont décidé de marcher contre l'insurrection, contre la revendication par les armes dans leur localité. À Bouaké, il y a eu des affrontements entre population et soldats mécontents. Il y a eu malheureusement au moins 2 blessés dans le rang des populations de Bouaké. À San Pedro, la situation est calme. Le préfet Ousmane Koulibaly a convoqué une réunion de sécurité dans cette localité. À Odiéné, l'évêque et les chefs religieux ont rencontré les soldats mécontents pour leur demander de mettre fin à leur mouvement. Les autres militaires ivoiriens continuent de travailler en parfaite collaboration avec les forces de la sous-région. C'est le cas des commandos parachutistes ivoiriens burkinabés qui vient de recevoir une formation de saut en parachute à Boussanogo. Zone de saut d'Assini, un avion qui largue des parachutistes des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice se déroule 20 ans après son interruption. C'est un saut de brevet au profit de 51 soldats, dont 10 du Burkina Faso. 2 semaines ont suffi pour leur formation. Une semaine consacrée à l'instruction au sol et une autre à l'instruction au vol, celle qui voit les sauts s'effectuer. Les 51 parachutistes que nous avons à notre disposition qui ont satisfait aux 3 conditions, la visite médicale, le test AP et la formation proprement dite. Une fois largués depuis la zone de saut, ils sont tenus d'appliquer les règles apprises pendant leur formation. Une fois sous le voile, déjà tu gardes ton sang-froid, tu descends calmement en appliquant bien sûr les règles que nous ont montrées les instructeurs et nos moniteurs. La formation s'est bien déroulée parce que ça a été très dur. Voilà, on a fait beaucoup de TAP au niveau d'Atiaké. Revenu au Bima. Ça nous apporte beaucoup de choses parce qu'au combat, on a besoin
des parachutistes pour pouvoir intervenir à temps avant que les pieds à terre arrivent. Une fois au sol, ils rangent leur parachute. Les pépins au dos et rejoignent au pas de gymnastique, les casques sur la tête, le point de regroupement. Ces sauts en parachute constituent un moment de célébration de la coopération sous-régionale avec un appui logistique des forces françaises en Côte d'Ivoire. L'enjeu est de remettre sur rail une capacité qui avait été laissée en déshérence depuis quelques années, une capacité qui est nécessaire pour pouvoir donner une identité à une unité, et le premier bataillon de commando de parachutistes et les forces spéciales ont une forte identité parachutiste. C'est la preuve que la mutualisation des moyens dans un partenariat achevé peut donner d'excellents résultats. Ce sont des pistes à explorer face aux différentes difficultés matérielles auxquelles nous sommes confrontés pour la montée en puissance de notre armée. L'état-major général des armées, à travers ce saut en parachute, entend restaurer la confiance des Ivoiriens dans leur armée en montrant son professionnalisme et ses capacités opérationnelles. Deuxième grand titre de cette édition, le 14 mai de chaque année depuis 2005, a été déclaré Journée mondiale de l'hypertension par la Ligue mondiale contre l'hypertension artérielle dans la commune de Yopougon. Ici dans le district d'Abidjan, la journée a été célébrée avec des séances de dépistage et de sensibilisation. C'est en présence de Patricia Oumou Etia. Stress, obésité, sédentarité sont autant de mots qui caractérisent beaucoup d'entre nous, des mots qui provoquent des maladies cardiovasculaires. C'est le cas de Romuald, âgé de 45 ans. Il a été victime d'un AVC en 2005, une situation qui l'a poussé à créer l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Je ne connaissais pas ma tension. Même à 22 heures, je pouvais où je travaillais, on peut travailler de 14 heures à 22 heures. Si on descend à 22 heures, on a faim, il faut forcément manger. Quand j'ai commencé à grossir, tous ceux qui sont autour de moi ils disent « Ah voilà, il est bien ». Alors que c'est l'accident que j'avais préparé. En partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONG de sensibilisation HIV-AVC célèbre la journée contre l'hypertension, ce 14 mai ici à Yopougon. Marguerite, 70 ans, est venue contrôler sa tension. Le tensiomètre affiche 11,7. Je suis cardiaque, donc si des choses se présentent comme ça, il faut que je vienne pour contrôler mon cycle. Pour Gisèle, aide-soignante, une surveillance accrue pour les personnes âgées est nécessaire. La tension normale, elle est à 12,50. On peut tolérer à 13, mais elle varie selon l'âge. Nous demandons à nos patients le repos et puis assez d'eau aussi. L'alimentation aussi, pas sucrée, pas trop salée. Mais les soirs, c'est mieux d'être dans les crudités. L'hypertension est un problème de santé publique en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d'Ivoire. Selon les projections épidémiologiques, 150 millions de personnes vont être touchées par la pathologie d'ici 2025. Toujours en santé, la Société ivoirienne d'autorhinolaryngologie a organisé son 13e congrès avec, entre autres thèmes, les infections respiratoires et les douleurs. Voici le reportage de Chris Diomandé et Abou Sanogo. Les infections respiratoires, troubles de langage, réhabilitation auditive sont entre autres des sujets au cœur du 13e congrès de la Société ivoirienne d'ORL, otorhinolaryngologie et de la chirurgie cervico-faciale. Qu'il s'agisse des infections ORL à proprement parler ou des infections des voies respiratoires inférieures qui concernent bien entendu nous tous, mais surtout nos collègues de la pneumologie. Et dans ces infections-là, il y en a qui sont familières à la population. C'est d'abord les otites, c'est-à-dire les infections de l'oreille, les angines, les infections de la gorge, les sinusites, les rhinites et bien entendu les laryngites que les gens connaissent mal. Ce sont des maladies qui sont liées à notre environnement et à nos limites économiques. Nos congrès, ce sont des échanges d'expériences, ce qui permet à la fin d'améliorer le traitement et la prise en charge des patients, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans ses pays voisins. Conférence, table ronde, occasion pour ces spécialistes d'échanger sur ces pathologies pendant 3 jours. C'est des sentiments de satisfaction, d'abord pour l'organisation qui est bien menée, bien conduite. Nous ne pouvons que féliciter nos maîtres et confrères
ici en Côte d'Ivoire. Au terme des échanges, les conclusions constitueront une base de données pour un plaidoyer afin d'améliorer la qualité de soins administrés aux populations. Autre information, 8 km de bords de mer vont être aménagés dans la commune de Port-Bouët. Le gouvernement ivoirien veut avec cet investissement offrir aux Ivoiriens un espace de promenade avec toutes les commodités. Les travaux vont coûter plus de 6 milliards de francs CFA et vont durer 18 mois. Le gouvernement ivoirien a décidé de donner un coup de jeune à l'environnement de la statue Akouaba de Port-Bouët et les agents économiques de ces environs sont invités à quitter les lieux, nous dit Noël Niayo. Statue Akouaba d'Abidjan Port-Bouët, tradition visible de l'hospitalité ivoirienne. Seulement voilà, des activités des agents économiques de sa proximité menacent dangereusement la chaussée, donc l'environnement immédiat de cette statue. La route est essentielle, c'est beaucoup d'argent qu'on met dans les routes. L'entrée de la Côte d'Ivoire ne peut pas être dans un état aussi lamentable. Cet endroit où ils sont installés, ils ne devaient pas y être. C'est une digue, c'est un remblai qui a été fait sur la lagune pour pouvoir faire passer la route. Personne n'avait le droit donc de s'installer sur cette digue pour faire des activités commerciales. Comme on le voit, le mal est profond. Le gouvernement a donc décidé de sévir pour compter de ce jeudi, 11 mai. Ce n'est pas acceptable que l'exploitation de sable continue, parce que lorsque vous prenez cette route, vous allez voir plein de poussière. Ce n'est pas normal, donc l'exploitation de sable va s'arrêter. Tous ceux qui vendent les voitures doivent partir. Donc nous avons demandé que ces vendeurs de voitures puissent dégager cette zone, de sorte que nous puissions donc faire les travaux. La zone concernée s'étend de la statue au carrefour appelé communément Carrefour Ancien Koumassi. Les travaux doivent prendre fin au plus tard la mi-juillet, c'est-à-dire avant le début des Jeux de la francophonie, parce que l'hospitalité à offrir aux nombreux visiteurs doit être totale et sans ride. L'Office ivoirien de paquets réserve de Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses activités à Djiglo et c'était en présence de ses partenaires. Ce bilan est jugé positif, juge les performances enregistrées. Abdul-Kader Segodogo, Guédouman. Salle de réunion de la préfecture de Djiglo. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires passent à la loupe les 3 mois d'activité du parc national de Taï. Une orientation, le plan d'opération annuel avec des indicateurs mesurables et vérifiables. Une revue trimestrielle de l'ensemble des activités programmées et réalisées. Ainsi, la qualité de la faune et de la flore, sa variété, sa préservation à travers l'implication des autorités et des communautés laisse entrevoir un bilan trimestriel encourageant. La direction de zone sud-ouest a véritablement établi un bilan positif. Parce que sur un taux d'exécution de 26% attendu, ils ont pu réaliser 22%. Et en termes de performance, c'est 80%. Les partenaires techniques et financiers sont également satisfaits de la gestion du parc national de Taï au premier trimestre 2017. C'est un laboratoire naturel qu'il faut explorer à fond pour montrer aux yeux de tout le monde que c'est un laboratoire naturel qu'il faut protéger par tous les moyens. Le bilan est très positif. On voit qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées, malgré les différentes difficultés qui existent sur le terrain. À cette rencontre, le retour de l'activité touristique a été noté. Et les participants se sont accordés sur la nécessité du bitumage de l'axe Taï-Djiglo, 90 km, une action qui va booster le tourisme et le développement dans la région. Les regards sont donc tournés vers le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose à présent et parlons de l'opération d'enregistrement des élèves du primaire à l'état civil. Ils sont 1 165 325 élèves des classes du primaire qui sont dépourvus d'extrait d'acte de naissance. Franck Quadio. Ambiance d'après-midi de sport dans cette école primaire publique commune de Yopougon. Près de 1000 élèves dans ce groupe scolaire de 4 écoles, mais une centaine sans extrait d'acte de naissance. Quand j'ai fait les statistiques, il y avait une cinquantaine. Avec la sensibilisation, je suis arrivé aujourd'hui à 32 élèves sans extrait. Et la plupart, ils sont dans l'état de CP1, CP2, CE1. Des élèves sans extrait d'acte de naissance, un constat à l'échelle nationale. C'est fréquent. Quand on va dans l'école, c'est juste qu'au CM2, c'est là que tu vas voir le parent en train de courir maintenant, en train de faire l'extrait de l'enfant.
1 165 325 élèves concernés. Ils sont répartis sur les 14 857 écoles primaires selon les chiffres officiels. Si l'enfant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, on ne connaît pas son âge. Et donc on ne sait pas s'il est toujours ou s'il est en dehors de la tranche d'âge qui bénéficie de l'enseignement primaire. L'analphabétisme, lourdeur administrative et certaines contraintes financières qui freinent les requérants. L'État en a conscience, d'où la décision de rendre accessible le document d'acte civil, surtout pour les élèves. Après la décision en Conseil des ministres, la phase pratique vient d'être lancée. Elle va durer 3 mois et concerne les élèves du primaire. Bon, le processus est très simple. Les élèves sont déjà identifiés dans les écoles, donc la cible est bien connue. Ces élèves-là, qui sont enregistrés par les directeurs d'école, un opérateur qui va venir collecter les informations recueillies avec l'appui des inspecteurs d'enseignement primaire. Ces informations recueillies vont être transportées dans les centres d'état civil concernés, là où les enfants en question sont nés. Et dans les centres d'état civil, des recherches seront faites dans les registres. Au cas où l'enfant n'est pas inscrit, le procureur est saisi. Ce dernier prend une réquisition pour l'enregistrement de l'enfant. À la suite de cela, les extraits d'état civil de naissance vont leur être délivrés. Et c'est même le même opérateur qui va retourner ces extraits ainsi établis dans les inspections d'école primaire et ensuite dans les différentes écoles pour les mettre dans les dossiers de ces enfants-là. 3 mois pour toute l'opération, mais un accent sera mis sur les élèves du CM2. La collecte se fait en même temps pour l'ensemble des 1 165 000 enfants. Mais c'est pour le cas des enfants du CM2 qui sera traité en priorité. Puisqu'avant la fin du mois de mai, il faut qu'on puisse produire les extraits de naissance. Une collecte de données qui débute le 16 mai prochain dans les écoles primaires de Côte d'Ivoire. Pour cette opération, les parents n'auront pas à payer le terme de 500 francs pour se faire délivrer l'extrait de naissance. Dans la mesure où cet extrait de naissance va être déposé dans les dossiers des élèves. Par contre, on va leur remettre une attestation, un document comportant le numéro de l'extrait de naissance qui leur permettra après de se rendre dans le centre d'état civil pour se faire délivrer des copies. Mais ces copies-là seront timbrées, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils seront obligés de payer les 500 francs pour les frais d'état. Les Nations Unies, par la voix de l'UNICEF, encouragent donc cette opération dont la seconde phase concernera les enfants se trouvant hors du système scolaire. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 2 vient de lancer son opération de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire dans tous les établissements publics sous sa tutelle. Parlons de cette opération avec Malika Koulibaly. Les grossesses précoces. Voilà sur quoi va porter essentiellement le cours dans cette classe de 3e au lycée moderne de Port-Boué. Le cours porte sur les grossesses précoces, les causes et les conséquences et surtout quels sont les moyens que nous avons d'éviter les relations sexuelles qu'on a appris aux grossesses. Dans les classes précédentes, on a appris un peu là-bas. Elle a rajouté un peu là-dessus, donc ça a renforcé mes connaissances. Au fond de la classe sont des responsables de l'établissement et leur hiérarchie. Ce cours est en réalité une séance de sensibilisation. Initiative de la DRENET Abidjan 2, la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Abidjan 2. En 2012-2013, on a dénombré 5076 cas de grossesse. Cette année seulement, il y a eu peut-être une réduction, certes, mais il y a 4000 cas de grossesse. Nous trouvons que c'est trop. Nous avons donc décidé de mener cette campagne pour apprendre aux enfants l'importance de vivre l'abstinence en milieu scolaire. Même celles de terminale ne sont pas suffisamment conscientes de ce qui se passe. Donc je leur lance l'appel de dire non aux garçons, de dire non aux relations sexuelles, parce qu'il y va de leur avenir, de leur succès. Les grossesses précoces en milieu scolaire menacent considérablement l'avenir et même la vie des jeunes élèves. Et malheureusement, la responsabilité de toute la société y est fortement engagée. Normalement, un parent, quand il met au monde un enfant, son premier devoir, c'est d'éduquer son enfant. Et l'éducation d'un enfant, ce n'est pas seulement une éducation intellectuelle, mais c'est également une éducation humaine.
c'est l'éducation intégrale de la personne. Parents mis en cause, mais les enseignants aussi ne sont pas épargnés. Selon des chiffres, ils sont responsables de 4 grossesses sur 10 que contractent les élèves. C'est une réalité qui malheureusement fait partie de notre quotidien. Moi aussi j'ai des filles et je me mets souvent à la place des parents d'élèves qui, comme moi, ont des enfants qui peuvent ou qui ont été enceintés dans ces conditions-là. Les enseignants doivent savoir que la déontologie du métier exige qu'ils ne fassent pas d'avance aux enfants. Aujourd'hui, au lycée moderne de Port-Bouët, mais l'opération dénommée Zéro grossesse égale zéro relation sexuelle va s'étendre à l'ensemble des établissements publics et privés de la Drainette Abidjan 2. Le Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur, poursuit ses actions de sensibilisation auprès de la population ivoirienne pour le respect des droits des artistes. Il vient de signer un accord avec les acteurs et dirigeants du secteur du transport. Serge Kolia. Les artistes de Côte d'Ivoire et les transporteurs sont désormais partenaires. Ils viennent de signer un accord de collaboration. Le Burida et le Haut Conseil du patronat des entreprises des transporteurs routiers en Côte d'Ivoire œuvreront de concert à la promotion du droit d'auteur dans les gares routières, dans les cars et mini-cars transportant des passagers vers toutes les destinations en Côte d'Ivoire. Les transporteurs avec la musique, c'est eux qui vont ensemble. Aujourd'hui, nous avec le Burida, on va tout faire pour s'aider. On a signé un contrat de partenariat pour aller ensemble. Donc c'est pour dire que c'est un grand jour. La directrice générale et le président du conseil d'administration du Burida se félicitent de cette convention qui va permettre de soulager les artistes d'un manque à gagner considérable. Je voudrais remercier le président du Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire de nous accompagner à percevoir dans le domaine du transport. C'est 2 mains qui se lavent et nous sommes très heureux et on est fiers de ce partenariat. Le Haut Conseil, avec le soutien du Burida, va mener 2 mois durant une sensibilisation sur le terrain avant la mise en œuvre du protocole d'accord. Au terme de cette période, un ticket unique de paiement des taxes dans le secteur des transports sera instauré pour éviter les multiples raquettes des syndicats. Une partie de cette taxe va être reversée au Burida pour la rémunération des artistes afin de leur permettre de vivre de leur art et produire des œuvres de qualité pour le bonheur des voyageurs de Côte d'Ivoire. Un mot de religion dans cette édition. Installée en Côte d'Ivoire depuis 2002, l'église orthodoxe grecque a 15 ans de vie ministérielle sur le territoire national. Les fidèles de cette communauté ont célébré le 15e anniversaire de leur église et c'était en présence de nos reporters Frédéric Oulaï et Patricia Obou-Etia. Les fidèles de l'église orthodoxe grecque célèbrent les 15 ans d'évangélisation de la dite communauté. Actions de grâce, louanges, prières ont meublé la cérémonie. Une célébration qui a permis aux fidèles de témoigner leur reconnaissance à Dieu. À travers cette célébration, l'église orthodoxe veut exhorter la population à adopter un comportement digne, notamment la réduction de la délinquance juvénile. Nous fêtons les 15 ans de l'installation de l'orthodoxie en Côte d'Ivoire, pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits et dire aussi au peuple ivoirien que l'église orthodoxe grecque de Côte d'Ivoire, dorénavant, a décidé de faire beaucoup d'œuvres de charité pour aider la population. Un message bien perçu par les autorités politiques et religieuses. Elles entendent soutenir le leader Jérémy Béhanzin dans la pérennisation de l'œuvre sacerdotale. Nous savons que les différentes obédiences religieuses, avec à leur tête leurs guides, sont des faiseurs de paix, sont des faiseurs de cohésion sociale. Je voudrais me réjouir de ce que 15 années de labeur au service de la paix dans notre pays, donc leur dit merci pour ce travail qui a été fait. Nous souhaitons que l'Église orthodoxe, avec sa mission, prenne le monde entier et surtout l'Afrique. Que Dieu bénisse le Père Jérémy
dans ses missions. L'église orthodoxe grecque section Côte d'Ivoire est située à Angré dans la commune de Cocody. La communauté est implantée sur le sol ivoirien depuis 2002. Elle revendique à ce jour plus de 1300 âmes. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'Union européenne, ses relations avec la Côte d'Ivoire. Nous parlerons entre autres de comment se porte l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Notre invité est le ministre conseiller de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, M. Philippe Willard. Monsieur Willard, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Lanciné Bakayoko qui nous parle de la semaine de l'Union européenne ici en Côte d'Ivoire. Avec un portefeuille aussi varié que les infrastructures, l'énergie, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance, l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. L'espace communautaire européen absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits importés par le pays. Des performances qui renforcent la position stratégique d'Abidjan. Le sommet Union européenne-Afrique se déroulera à Abidjan en novembre, fin novembre 2017, très précisément les 29 et 30 novembre, et sera centré sur la thématique de la jeunesse, de la formation des jeunes, de l'emploi pour les jeunes et de la volonté de l'Union européenne de contribuer pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général à la promotion de cette jeunesse et à aider à faire en sorte qu'elle puisse avoir les meilleurs atouts pour son développement ici en Afrique en général. Un sommet euro-africain qui devrait également donner un coup d'accélérateur aux négociations relatives à l'accord de partenariat économique APE. Selon la partie européenne, cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et le développement africain, notamment par l'accroissement des investissements productifs et la création d'emplois. À l'occasion de la Semaine de l'Europe, prévue du 4 au 19 mai prochain dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan et Bruxelles envisagent de signer 2 conventions. L'une des conventions concerne la société civile. Il s'agira donc d'apporter une contribution à l'accompagnement de la société civile ivoirienne. Et l'autre convention concerne l'énergie. Sur le programme indicatif national adossé au 11e Fonds européen de développement FED, les projets présentés par la Côte d'Ivoire pour financement sont orientés vers l'aménagement des routes, le renforcement des exportations et la construction d'une ligne énergétique vers le Ghana. Bruxelles met sur la table 179 milliards de francs CFA. Monsieur Philippe Willard, pourquoi une semaine de l'Union européenne ici en Côte d'Ivoire? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et à travers moi l'Union européenne. Parce qu'en effet, l'Union européenne a instauré un jour par an, la journée de l'Europe, le 9 mai, pour consacrer et pour se rappeler de sa création. En fait, le 9 mai, c'est le jour où le ministre des Affaires étrangères français à l'époque, Schuman, a fait une déclaration politique qui est en quelque sorte notre date de naissance de l'Union européenne, une sorte de fête nationale pour l'Union européenne. Et puis nous avons pensé, notamment ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans bien d'autres pays du monde, que nos relations méritaient plus qu'un seul jour. Et c'était l'occasion, pendant toute une semaine, d'expliquer qui nous sommes, nous, l'Union européenne, pourquoi nous sommes le partenaire du pays d'accueil, ici la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons étendu nos activités pendant une semaine. Alors cette année-ci, c'est en plus une année particulière parce que c'est le 60e anniversaire de la fondation du traité qui crée ce qu'allait donner l'Union européenne, qui crée la communauté économique européenne, ce qu'on appelle le traité de Rome, et qui est maintenant devenu l'Union européenne. Alors pour consacrer ça, nous avons établi à la fois pendant la semaine des activités culturelles, des activités économiques et aussi l'expression de notre coopération. Alors dans le film que vous venez de présenter, on voit très bien l'état de la coopération qui est très intense
l'Union européenne est vraiment le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Oui, entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, parler de coopération. Mais avant d'aller un peu plus en profondeur, je voudrais savoir comment fonctionne l'Union européenne, très rapidement. Oui, et si vous permettez, juste avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire que dans la semaine de l'Europe, il y a un festival du film européen. Pourquoi je le mentionne? Parce que ce festival, cette année-ci, on a voulu qu'elle dure 2 semaines. Et c'est 8 films européens qui sont présentés pour faire connaître la culture européenne à la population ivoirienne. C'est libre, c'est gratuit et ça continue encore jusqu'au 19. La culture de tous les pays membres de l'Union européenne. La culture de tous les pays membres européens. Donc nous demandons aux États qui sont membres de l'Union européenne, et c'est aussi, je vais parler à un autre sens sur le fonctionnement, on demande à tous les États membres de l'Union européenne de présenter un film de leur pays, et il est projeté ici à l'Institut allemand, c'est-à-dire au Goethe Institut, et à l'Institut français, donc à Cocody au plateau. L'entrée est libre pour tout le monde et dure jusqu'au 19. Je le signale parce que ceux qui sont intéressés d'aller plus loin sur l'Union européenne, eh bien vous pouvez aller sur Facebook ou sur Google ou trouver le site et vous verrez le programme du film où tout le monde est invité jusqu'au 19. Alors, je voudrais aussi dire d'ailleurs qu'on a voulu promouvoir par différentes manières, on en reparlera je suppose, la jeunesse ivoirienne, et c'est pour ça qu'on a aussi une activité de danse qui est faite. Et aussi, on fait un tournoi de Maracana pendant cette semaine, aussi avec des associations qui visent à trouver une formation pour les jeunes. Tout ça au niveau de la culture. Alors, tout ça au niveau de la culture. Alors après, nous allons, évidemment, il y a au niveau économique qui est très important, oui, je pense qu'on va en parler. Le fonctionnement de l'Union européenne. Rapidement. Alors le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est quoi? C'est une entité politique, c'est un grand partenaire, c'est une communauté de valeurs, puisqu'elle est fondée après la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. C'est une communauté de valeurs, on partage ces valeurs d'ouverture, de démocratie, de dialogue, d'où l'importance qu'on accorde à la société civile, etc. Et c'est aussi un plus grand marché du monde. C'est la deuxième entité économique, et après les États-Unis, et pas loin. C'est aussi de loin le premier donateur d'aide internationale. Plus de la moitié de l'aide mondiale est donnée par l'Union européenne. C'est aussi un important partenaire sur le domaine humanitaire, etc. Et aussi dans le domaine sécuritaire. Et tout ça se reflète dans les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire. Mais nous avons ce qu'on appelle des délégations européennes, si vous voulez, c'est des ambassades dans 139 pays dans le monde. Et donc, c'est une association d'États, mais aussi de peuples européens. Donc, nous avons des structures. Je ne vais pas entrer dans les institutions européennes, je ne pense pas que ça va intéresser les gens, mais sachez que c'est basé sur des institutions très fortes et des institutions qui sont indépendantes des États. Donc les États ont le dernier mot, mais il y a aussi des institutions indépendantes qui génèrent l'intérêt commun, comme on dit. Et de là, c'est comme ça que l'Union européenne prend ses décisions, et notamment dans ses relations internationales, comme avec la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors revenons à la semaine de l'Union européenne. Il y a eu un forum économique lors de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu au menu de ce forum économique? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est la deuxième fois qu'on organise un forum économique, parce que nous voulons avoir un partenariat profond avec notre voisinage. Il faut vous dire que de plus en plus, l'Europe se rend compte combien l'Afrique est vraiment importante pour elle. L'Afrique, c'est notre voisinage immédiat. L'Afrique, c'est immense son développement. C'est vraiment pour nous un continent d'avenir. Donc nous voulons, et c'est pour ça qu'il y aura, l'ambassadeur en a parlé aussi, vous l'avez vu, le grand sommet, nous en parlerons sans doute, le grand sommet de tous les chefs d'État africains et européens qui se tiendra à Abidjan fin novembre. Nous avons estimé que les relations économiques, c'est vraiment clé, les relations commerciales pour le développement. Parce que si on veut aller effectivement, nous voulons aussi encourager la Côte d'Ivoire à aller vers l'émergence. C'est clair que c'est notre intérêt commun de développer ce pays et de développer sous nos relations bilatérales. Nous en avons besoin tous les deux. Donc nous pouvons créer un partenariat gagnant-gagnant. Et pour ça, c'est très important d'avoir ce forum économique. Pourquoi faire? Pour mettre ensemble des partenaires ivoiriens et européens, des partenaires de terrain, des opérateurs économiques, des gens qui n'ont pas peur d'investir, mais qui veulent aussi une sécurité de leur investissement, et aussi des grandes entreprises et des PME qui sont évidemment fondamentales. Et l'idée aussi, c'est de les mettre et de les confronter, de les rassembler avec les responsables politiques, les institutions. Donc nous,
l'Union européenne, nous sommes là aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Nos États membres sont tous là, les ambassades, mais aussi les institutions publiques ivoiriennes, les douanes, les finances. On met tout le monde ensemble autour d'un certain nombre de tables, etc. Et chacun peut exprimer quels sont ses problèmes, comment on va les résoudre. On va collecter tout ça et on aura une nouvelle étape pour notre dialogue et comment améliorer de manière générale la situation économique, le climat des affaires dans un partenariat gagnant-gagnant pour la Côte d'Ivoire et pour l'Europe. Voilà, et j'allais vous demander comment maintenir justement le rythme de la croissance des échanges entre les deux parties, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Dans le reportage qui est passé, le reportage de Lansine Bakayoko, il a été question de croissance d'échange entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous sommes les premiers partenaires économiques. Donc, nous avons un rythme d'échange extrêmement élevé. Il y a 4 milliards d'euros et la Côte d'Ivoire a un excédent de 2 milliards. Parce que nous, on apporte 2 milliards et les Côte d'Ivoire 4 milliards. Donc, il y a un excédent commercial de 2 milliards. Et alors, c'est vrai qu'on se réjouit que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance important. Alors évidemment, dans ce taux de croissance, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a aussi un phénomène de rattrapage par rapport à la crise que vous avez connue. Donc vous avez parfaitement raison, l'important est de le maintenir. Alors pour le maintenir, il faut quoi? Il faut des critères permanents, c'est-à-dire qu'il faut une stabilité politique, une stabilité monétaire, il faut assurer le développement économique, et pour ça, il faut évidemment un climat des affaires qui attire les investisseurs. Si moi j'ai envie de venir investir chez vous, je vous apporterai de l'emploi, je paierai mes impôts, mais je dois aussi me sentir rassuré. Donc c'est pour ça que je parlais d'intérêt gagnant-gagnant, et puis on va faire des sociétés avec vous, etc. C'est ça l'idée. Tout à fait. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la place des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries en Europe, vous le savez. Alors quand on parle de développement, on parle des PME, des PMI. Alors la place des PMI et PME dans cette relation entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire? Oui, alors c'est évidemment une question très importante parce que, comme vous savez, les PME, c'est 90% de l'économie, que ce soit en Europe ou en Côte d'Ivoire, et c'est ça qui touche les gens qui veulent créer une entreprise en général. Et on les encourage à créer une entreprise, ce n'est pas les pouvoirs publics qui peuvent toujours les aider. Donc nous aussi, on fait une priorité. Alors, déjà, je note que lors de ce forum économique, il y avait une importante participation de PME. Mais effectivement, les PME n'ont pas les mêmes moyens que les grosses entreprises. Ils n'ont pas des conseillers à disposition. Donc, il faut les aider. Alors, je pense qu'à la fois les responsables européens et les responsables ivoiriens veulent les aider, ils en sont conscients. En ce qui nous concerne, nous allons faire un programme d'aide aux PME quand même de 29 millions d'euros, ce qui n'est pas rien par rapport aux PME. On va aussi faire un programme de formation professionnelle, etc., dont une partie sera axée sur les PME. Et tout ça se fait évidemment, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, en partenariat et d'abord sous l'impulsion des autorités. Il y a un programme national de développement, on en a parlé, dont notre action est de soutenir ce programme national de développement. Alors, quand on parle de coopération, de relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, on voit l'Union européenne qui apporte. Je voudrais vous demander que gagne l'Union européenne dans cette relation avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire apporte quand même quelque chose. Absolument. Alors, je voudrais, alors parfois on fait des citations, c'est pas, il y a la sagesse africaine, on fait des citations, peut-être aussi la sagesse européenne. Alors moi, je voudrais vous dire qu'on préfère avoir des voisins riches et en bonne santé plutôt que pauvres et malades. C'est vraiment notre intérêt. Notre intérêt, c'est quoi là-dedans? Notre intérêt, c'est de pouvoir faire du commerce avec vous, comme je disais, plutôt que de l'aide au développement un jour. Et on voudrait aussi avoir des voisins stables. On voudrait que la paix règne. C'est notre intérêt commun. On n'a que des problèmes quand il y a des conflits, nous le voyons. Et nous sommes voisins. Nous sommes liés pour l'éternité. Donc c'est vraiment important pour nous, ces investissements. Et c'est pas, même si on y met énormément d'argent et qui est du contribuable européen et des dons, on fait des dons, pas des prêts, pour nous c'est un investissement. Très bien. Il faut la paix pour se développer. Il faut la paix pour se développer, ça c'est capital. Alors quels sont les défis qui se présentent à cette coopération bilatérale? Alors les défis, c'est, je dirais, d'abord il faut que ce développement soit durable et inclusif. Inclusif, c'est un mot jargon qui veut dire que le développement, tout le monde le ressent. Que même dans les villages, les gens ressentent le développement. Ça veut dire qu'ils se traduisent par l'aide à la santé, à l'éducation des enfants. J'ai entendu que les autorités vont aussi essayer de décentraliser les écoles aussi pour que les parents aient moins à payer, parce que chacun est conscient que l'éducation, c'est la clé.
Donc, c'est particulièrement important de mettre l'accent sur ces éléments-là. Une dernière préoccupation. Début novembre, il y aura une rencontre entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. De quoi s'agira-t-il très rapidement? Oui, alors là, ça va vous occuper beaucoup, hein, parce que en fait, il y a un grand sommet. Quand je dis un sommet, ça veut dire tous les chefs d'État ou leur gouvernement ou leurs représentants de l'Europe, il y a 28 pays, et tous les dirigeants de l'Union africaine vont se réunir. C'est la 5e fois depuis que nous avons des relations l'Europe et l'Afrique que ce sommet va se tenir. Et cette fois-ci, on a choisi Abidjan, qui est un symbole justement de confiance dans le développement de ce pays. Et donc, il aura lieu le 28, le 29 et le 30 mai, le 30 novembre, pardon. Et donc, bon, ça va un peu perturber le trafic, on est conscient, mais c'est vraiment important. Il y aura des milliers de gens qui sont là, et l'idée, c'est de renforcer notre partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et la RTI sera à ce rendez-vous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec moi. Nous allons terminer avec cette information. Le nouveau président français Emmanuel Macron a été investi ce dimanche matin président de la République française, une semaine après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. À 10h française, le président sortant François Hollande a accueilli son successeur sur le perron de l'Élysée, donnant le coup d'envoi de la passation des pouvoirs. Le nom du Premier ministre sera annoncé lundi, demain donc, et la composition du gouvernement, ce sera mardi après-demain. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.